Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel dans ce samedi thématique dédié aux masters et masters spécialisés en agroalimentaire et biotechnologie. Ce live est consacré au master spécialisé Maeva de M Lyon Business School. C'est un moment unique pendant lequel vous allez pouvoir interagir et poser toutes vos questions, franchement, pour juger de votre intérêt pour ce master spécialisé. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à l'EM Lyon. François Chedd, vous êtes le responsable du master spécialisé Maeva, on va quand même le dire au moins en entier une fois, management des entreprises du vivant et de l'agroalimentaire à EM Lyon Business School. Bonjour. Bonjour. On vous laisse les 2 premières minutes pour nous présenter le programme. C'est le speech. François, c'est à vous. Eh bien bonjour, donc je vais vous parler de ce master spécialisé management des entreprises du vivant et de l'agroalimentaire. C'est un master qui trouve son origine il y a plus de 20 ans maintenant, puisqu'il a été créé en 1989 à Montpellier, par Montpellier Supagro. Et puis on s'est associé avec eux en 98, et puis on s'est aussi associé avec l'école vétérinaire de Lyon en 2006. Et maintenant c'est un programme pour lequel je pense qu'il y a 4 points qui sont vraiment saillants. Le premier, c'est le fait que c'est un programme qui est ciblé sur une industrie, l'agroalimentaire et le vivant. Alors le vivant, qu'est-ce que ça englobe? Ça englobe la pharmacie, la biocosmétique, la cosmétique et aussi les biotech. Donc ciblé sur un secteur qui est extrêmement stable dans les pays développés et en forte croissance dans les pays en développement. Donc ce sont des secteurs qui offrent vraiment des opportunités très fortes globalement pour des managers. Le deuxième point, c'est que c'est un master spécialisé qui a vraiment la particularité d'offrir des parcours personnalisés, c'est-à-dire qu'on peut choisir un parcours marketing, un parcours finance, un parcours performance industrielle et un parcours gestion des risques. Le quatrième point, c'est que c'est un master spécialisé qui est multipolaire, c'est-à-dire que les étudiants de ce master ont la chance de pouvoir aller sur différents campus avec différentes cultures, différentes opportunités. Tout d'abord, le campus d'Écully de M Lyon. Les gens passent 3 mois, de septembre à début décembre, puis une semaine pas très loin à Marcy-l'Étoile sur le campus de l'école vétérinaire de Lyon qui s'appelle maintenant VétagroSup. Ensuite, les gens partent à Montpellier à partir de janvier et sont pour 3 mois sur le campus de Montpellier Supagro. Quatrième point, je dirais que c'est un master spécialisé innovant. On essaye de vraiment toujours améliorer ce master et cette année, concrètement, par quoi ça se traduit? On a créé un module web marketing. Alors c'est un peu mon dada parce que je suis très impliqué dans tout ce qui est Internet, mais il y a une révolution Internet qui touche toutes les entreprises et notamment dans le vivant et l'agroalimentaire. On a aussi créé, donc pour l'année à venir, un module à Shanghai. Vous savez que M Lyon a un campus à Shanghai en Chine et les étudiants l'année prochaine partiront 10 jours en décembre pour mieux comprendre, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce que c'est que la Chine, le business en Chine et les entreprises de ce secteur-là en Chine, quelles sont les opportunités, elles sont nombreuses, là aussi on pourra en reparler. Voilà, j'ai fait un tour rapide, ciblé, personnalisé, innovant, multipolaire. François, vous connaissez les règles, maintenant on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer vos questions pour faire que ces 50 minutes passées ensemble soient un véritable outil de décision pour vous, mais c'est bien vous qui posez les questions et ça commence maintenant. Vous dites une spécialité en risque à agro, c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire qu'on va, donc pour un des 4 parcours qui sont à Montpellier, qui sont proposés à Montpellier, on va avoir un parcours autour de la gestion des risques, risques alimentaires, risques sanitaires. Les spécialisations sont forcément à Montpellier ? Oui, en fait, si vous voulez, on a un tronc, au départ, l'idée c'était de faire un tronc managérial global à Lyon. Okay. Alors maintenant, il s'est quand même verticalisé avec un module qui s'appelle Ciel en vie, système agroalimentaire et du vivant. Mais à Montpellier, il y a ces 4 parcours, on choisit en novembre. Et donc, gestion des risques, c'est
c'est destiné à des gens qui vont être chargés de mission ou chefs de projet dans les entreprises pour évaluer les risques de sécurité, les risques environnementaux auxquels sont soumis ou peuvent être soumis l'entreprise. Et on sait que dans les domaines agroalimentaires, pharmaceutiques, etc., il y a des contrôles très stricts, il y a des risques très importants, parce qu'on parle de produits qui sont consommés physiquement par les gens. Et donc, il y a des gestions de crise à anticiper, il y a des risques à prendre en compte, etc. Et se développent des fonctions, donc, comme je les ai nommées, de gestionnaire de risque, de chef de projet ou de conseiller auprès de la direction générale sur la prévention ou la gestion de crise. D'ailleurs, sur votre site internet, vous dites que c'est une des spécificités. D'ailleurs, vous insistez beaucoup sur cette dimension de risque. Oui. Ça vous paraît représenter... pourquoi vous le mettez autant en avant? Je veux dire, ça représente un enjeu si important que ça? Enfin, vous pensez que c'est un point disons que je pense que c'est un enjeu très important parce que ça concerne toutes les entreprises. Toutes les entreprises ne sont pas encore structurées avec des professionnels dans ce domaine-là. Et on va avoir des gens, parfois des entreprises qui vont faire appel à des cabinets de consulting ou des experts externes. Mais on a des très grandes boîtes qui maintenant recrutent. Alors c'est souvent assez ponctuel, donc ce n'est pas effectivement des masses énormes d'étudiants qui sont recrutés, mais on a les gens, tous ceux qui choisissent ce parcours vont travailler dans les entreprises pharmaceutiques, agroalimentaire, vraiment, c'est un débouché potentiel. Et on s'appuie aussi sur le module qui a lieu donc à VétagroSup, donc l'école vétérinaire de Lyon, qui est vraiment un module d'une semaine de gestion de crise sanitaire alimentaire. Qu'est-ce que vous entendez par entreprise du vivant? Alors ça, c'est une bonne question. Vous avez commencé à le définir, vous avez donné un spectre assez large, mais... Ouais. Alors, disons que si on s'en tient vraiment on a l'impression au vivant... Juste un élément, François, quand on lit l'intitulé du master, Maëva, on a l'impression que l'agroalimentaire est quand même la dimension principale et que finalement le vivant, c'est une façon un peu pratique d'avoir récupéré tout ce qui tourne autour de l'agroalimentaire, mais auquel on ne pense pas forcément. Mais... En fait, c'est un petit peu, alors c'est pas exactement ce que vous l'avez défini, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que le master était d'abord vraiment agroalimentaire, et ensuite, ce dont on s'est aperçu, c'est que de plus en plus d'étudiants, notamment ceux qui venaient de profil pharmacie ou vétérinaire, ils allaient dans les labos pharmaceutiques ou les entreprises qui fabriquent de la nourriture ou des médicaments pour animaux. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une très grande proximité. Et donc, progressivement, on a fait évoluer le contenu du programme, bien sûr, de l'agroalimentaire à la biocosmétique, à la biopharmacie, et progressivement, on a englobé la cosmétique et la pharmacie, même si au départ, on est plus culturellement marqué agroalimentaire. Mais globalement, on a affaire à des industries où les produits ont beaucoup de similarités. J'ai dit tout à l'heure qu'on les consommait physiquement. J'ai dit aussi qu'il y avait une forte réglementation, souvent nationale d'ailleurs, sur les conditions de production, de distribution, de diffusion de ces produits-là. Et autre point commun aussi, c'est l'attachement des gens, le lien très fort qu'il y a entre les gens et ce type de produit. Donc vous pensez que ça fait vraiment sens? Enfin, je pense que ça fait vraiment sens, même s'il y a des spécificités. Bien sûr, on n'est pas un pur master sur la pharmacie. Mais l'agroalimentaire est comme un noyau central, c'est comme un élément fondamental? C'est un noyau central, mais on fait vraiment évoluer. On a vraiment maintenant intégré des modules qui sont par exemple purement sur l'industrie pharmaceutique ou purement sur la cosmétique. Par exemple, il y a un module marketing des produits du corps qui est évidemment pas directement lié à l'agroalimentaire. Ça veut dire que le master pourrait s'appeler Maëv d'ici quelques temps, ou est-ce que... Non, parce qu'après, il y a le problème de la compréhension, de la perception par les gens qui découvrent le master. Effectivement, entreprise du vivant, il y a des gens qui englobent dans entreprise du vivant l'agroalimentaire. Mais si on enlevait agroalimentaire, peut-être qu'il y aurait une moins bonne compréhension du contenu du master spécialisé, je pense. Est-ce qu'il y a des métiers dans lesquels il y a des débouchés en risque agroalimentaire? Alors oui, j'ai un petit peu évoqué ça tout à l'heure. C'est clairement des métiers ça paraît pas les métiers les plus folichons en fait. Enfin, je me trompe peut-être. Ah oui, mais alors ça c'est une question de goût. Moi non plus d'ailleurs, c'est peut-être pas les plus drôles, mais par contre ça peut être très intéressant intellectuellement parce que vous devez d'abord suivre les réglementations des différents pays et puis vous savez on est tous au courant qu'il y a une forte mondialisation, donc des produits qui peuvent être fabriqués dans un pays, consommés dans un autre, mélangés avec d'autres, etc. Donc au niveau réglementaire, au niveau des risques, au niveau de la santé des consommateurs, etc., il y a de plus en plus de problématiques et c'est donc très intéressant, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à ce domaine. Et c'est pas un peu procédurier, un peu... Alors, c'est pas de la pure qualité, je dirais. Donc il faut être plus... je veux dire, ça sort un petit peu de la routine. Quand vous essayez d'anticiper des gestions de crise, il faut être quand même assez créatif, tout en étant très régulier. Et bien sûr, il y a l'aspect qualité, respect des réglementations, etc. Donc les métiers, typiquement, c'est... là, on parle de qualité, mais ça veut dire que ça débouche sur des métiers de responsable qualité, par exemple, ou pas du tout? Alors, en fait, ça peut être
une partie du job du responsable qualité, mais ça peut être aussi des gens qui sont purement des chargés de mission. Par exemple, j'ai Claire Barthélémy, qui était une vétérinaire justement de l'école de Lyon, là, qui est chargée de mission auprès de la direction de Royal Canin sur les risques sanitaires. Alors, ça peut paraître étonnant, mais c'est une réalité. Les risques sanitaires, et donc étudier les possibilités, les risques, anticiper lors de la création d'usines, etc. Quelles crises peuvent survenir, comment on va y réagir. Donc, c'est... Comme d'autres formations, vous parlez de coaching individuel, mais quoi concrètement? Alors, en fait, ça prend beaucoup de formes. La première forme, c'est qu'on fait passer aux étudiants un test qui s'appelle le MBTI, qui est ce que j'appelle moi un test de personnalité professionnelle, pour voir un petit peu vers quoi votre personnalité, votre psychologie personnelle vous entraîne. Est-ce que vous êtes plutôt créatif, plutôt rigoureux, plutôt communicant, plutôt, etc. Et puis, à partir de là, on a des modules, donc c'est sur plusieurs journées, pendant lesquelles les gens vont, élaborer, bâtir leur projet professionnel de manière à ce qu'il soit en cohérence avec leur personnalité propre et avec les opportunités de marché et la structure, ce que permet le master spécialisé Maeva. Donc on a un coaching qui vous aide très classiquement à bâtir votre projet professionnel, à le rédiger, à rédiger votre CV. Vous êtes mis en situation pour présenter, donc vous êtes filmé comme là aujourd'hui, et quand on se voit filmer, souvent on est déçu d'ailleurs, on est surpris, et ça fait du bien. Ça fait mal dans un premier temps, mais ça fait du bien dans un deuxième temps. Et puis après, on met aussi en situation, et là aussi ça fait un peu mal parfois, en technique de négociation, carrément, on a un professionnel de la négociation avec les grandes surfaces qui vient et qui vous dit « Ok, maintenant vous allez jouer le rôle du vendeur de Unilever face à l'acheteur de Carrefour ou le directeur du Leclerc du coin, etc. » Et là aussi, les gens sont filmés et je peux vous dire que ça fait énormément progresser les gens dans alors cette fois dans leur façon de s'exprimer, de convaincre, etc. Non? Vous voulez ajouter Oui, je voulais dire que quand les gens sont à Montpellier, il y a une coach individuelle qui les reprend ensuite à leur passage à Lyon, où c'est plus par groupe, et qui les suit. Alors, quel est l'apport de l'ENVL? Il ne faut pas que j'oublie de lire la question. Donc, l'apport, il est clairement sur ce module d'une semaine, gestion de crise sanitaire alimentaire, où on va simuler, on va donner un certain nombre d'outils, on va faire parler un certain nombre d'experts, et on va après faire travailler les gens sur, vous êtes une équipe, vous êtes des experts dans une entreprise, vous devez aider la direction générale qui est confrontée à une crise sanitaire qui est liée à la production. Ça concerne tout le monde, on est d'accord, pas simplement les personnes qui sont en risque. Bien sûr, ça concerne tout le monde. C'est avant le choix des parcours à Montpellier, avant de choisir son parcours à Montpellier. Tout le monde on considère que c'est assez important et assez générique, je dirais, pour que tout le monde ait à un moment ou à un autre compris quel était l'enjeu dans une entreprise que d'être confronté à une crise sanitaire et de devoir y répondre, sachant qu'on est dans un monde où l'interaction, les nouvelles, les rumeurs et les crises vont très très vite. On a l'impression quand même que c'est EM Lyon et Supagro Montpellier qui sont les deux acteurs principaux. Ah oui, bien sûr, non, mais c'est clair, on est les acteurs principaux, mais on considère que c'est une richesse supplémentaire que d'avoir cette ouverture-là, oui, bien sûr. Bah oui, puisqu'il s'agit d'un module certes intensif, mais d'une seule semaine sur le parcours, bien sûr. Quelle est votre différence par rapport à l'ESSEC? Est-ce d'après vous la même formation? Alors, on est proche de l'ESSEC, on a des différences parce que chaque formation est différente. Faire référence, j'imagine, au master spécialisé dédié à l'agroalimentaire. Voilà, oui, pour moi c'était tellement évident. Pour vous c'est évident, oui, mais bon, on reprécise. Le master spécialisé dédié à l'agroalimentaire de l'ESSEC. Donc on va être proche. Est-ce qu'on va avoir différent? C'est un petit peu ce que j'ai évoqué. La grande différence fondamentale, c'est qu'on peut choisir 4 parcours. On peut se spécialiser en market ou en finance ou en performance industrielle ou en gestion des risques. Ça, c'est pas mal, effectivement. C'est plutôt un... Mais est-ce que vous... Oui. Oui. Non, mais allez-y. Non, d'accord. Je veux dire, est-ce que les étudiants, vous pensez qu'avant de rentrer, en postulant, ils ont déjà une idée assez claire de la spécialisation qu'ils vont prendre? Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, je vous remercie. J'ai bien fait de la poser, finalement. Bien fait de la poser. Oui, ils ont une idée, mais parfois pas très fine, pas très poussée. Donc, on leur laisse le temps d'en changer. L'idée, c'est que si vous êtes ingénieur agri-agro, si vous êtes pharmacien, si vous êtes vétérinaire, vous ne savez pas forcément ce que c'est que le marketing ou l'ingénierie financière ou les achats, par exemple. En même temps, vous attendez bien un projet quand même au moment où il y a la candidature. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait un projet, mais on n'est pas naïf au point de penser que les gens vont avoir un projet absolument bétonné parce qu'ils ne connaissent pas forcément. Enfin, celui qui hésite entre la finance et le marketing, il est quand même en plein grand écart quand même. Oui, non, mais ce qui se passe, la réalité, c'est qu'en fait, les gens n'hésitent pas au moment de nous voir, ils ont une idée, et ils ont raison d'ailleurs de l'avoir, ils peuvent se tromper, c'est ça?
Mais après, au début du master, ils ont des cours d'initiation, différentes disciplines du management, et rapidement, il y a des gens qui se disent non, mais moi la finance finalement, non, c'est trop, c'est pas pour moi, quoi, c'est pas assez humain, c'est pas assez créatif, etc. C'est souvent dans ce sens-là d'ailleurs qu'on a ce genre d'évolution, mais aussi des gens qui vont découvrir d'autres choses. La finance, oui, c'est bien, mais je découvre les achats, et les achats dans l'agroalimentaire, dans le vivant, il y a des opportunités. Franchement, le métier d'acheteur n'est pas très connu quand on est dans une formation scientifique. Donc on laisse aux gens jusqu'au milieu du mois de novembre pour se positionner définitivement et effectivement on est aussi là pour les encadrer et on va pas Il y a les des changements, punir. vous constatez des changements. Il y en a pas, c'est 20 ou 30%, mais il y en a, oui. Et on laisse la possibilité. Oui. Ok, ça pour vous c'est un élément majeur, c'est un point saillant Oui, qui vous clair. distingue vraiment de ce que pourrait Oui. être une Après, il y a effectivement le module à Veto, à l'école vétérinaire de Lyon. Il y a le fait d'être sur différents pôles, parce qu'on bouge beaucoup. Hein. Vous êtes à Lyon, d'ailleurs on vous emmène à Montpellier au milieu du premier semestre pour vous montrer l'école, choisir les options. Vous allez à l'école vétérinaire, vous allez à Montpellier, vous allez en Chine. Il y a un côté assez dynamique, hein, d'ailleurs, qui est assez spécifique même au master de l'EM, qui crée une très bonne cohésion d'ailleurs au sein du master. Et ça, c'est un point aussi fort, je pense. On passe à la question experte. Alors je vais la lire. Ce programme a une orientation sectorielle, ce qui rend les diplômés calés sur le marché et les entreprises du secteur. Mais sont-ils en mesure de concurrencer les étudiants dotés, eux, d'une spécialisation fonctionnelle métier, marketing, finance? Donc là aussi, c'est une question très classique. Classique mais assez essentiel parce que vos concurrents c'est aussi, j'imagine, même intra-EM Lyon, d'autres masters spécialisés qui ont soit en marketing, soit en finance et finalement est-ce que comme l'employabilité elle se fait surtout sur des métiers, est-ce que vous n'avez pas beaucoup d'étudiants qui finalement se disent au final je préfère quand même prendre le MS marketing ou le MS finance parce qu'au moins là quand on va m'embaucher ce sera soit en finance soit en marketing et pas tellement en agroalimentaire. Oui, alors il y a la concurrence des autres masters spécialisés et puis il y a la concurrence des programmes, des gens qui sont en école de commerce qui suivent un cursus marketing ou finance. Donc là, l'idée, c'est que oui, bien sûr, si le master existe et remporte un succès depuis 20 ans, c'est bien que les gens qui viennent de profils, qui sont la première source d'étudiants du master spécialisé, hein, les gens qui viennent des profils ingénieurs, pharmaciens, vétérinaires, ou alors aussi d'universités en biologie et en chimie. On a beaucoup de gens qui viennent de ces profils-là, qui ont ces profils-là. Bien sûr, ces gens-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir une formation intensive. Et n'oublions pas qu'on est intensif pendant 1 an. On a presque deux fois l'intensité d'une année en école de commerce, si je fais très court, hein, d'accord? Donc on met presque 2 ans en un, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Sympa pour ceux de la grande école. Non, mais c'est une réalité, et tant mieux pour eux d'ailleurs, du coup ils peuvent faire plus d'activités en dehors. Mais concrètement, si je veux faire du marketing, Oui. pour le coup je vais être plus calé en ayant fait, si je viens par exemple d'une formation en agro et je fais du marketing, je veux faire du marketing, si je fais le MS marketing, je vais être plus facilement calé en marketing que si je fais le Maeva. Oui, alors ça c'est un choix, mais globalement ce que nous on estime est absolument fondamental, c'est qu'on a des spécificités sectorielles, spécialement en marketing, hein, de par la nature des produits, de par les réseaux de distribution, les réseaux de fabrication, etc. Il y a vraiment des spécificités sectorielles qu'on peut avoir un peu appréhendé en école d'ingénieur agri-agro, mais relativement peu. Et donc globalement, ce qu'on pense, nous, c'est qu'il est important d'avoir une formation, notamment en marketing, qui soit spécialisée avec des cases dans ce domaine-là, avec des intervenants de François, en fait, si on prend l'agroalimentaire, on prend le marketing tel qu'il est enseigné de façon basique dans les écoles de commerce, c'est très centré d'ailleurs sur les produits de grande conso et d'ailleurs sur l'alimentaire. Au final, la plupart des produits sur lesquels on travaille, des cas, c'est de l'alimentaire, et donc c'est le marketing basique, en fait, l'alimentaire, non? Oui, alors c'est vrai que c'est peut-être pas le marketing basique, mais c'est un marketing phare, enfin, c'est un marketing emblématique, on va dire, dans les produits de grande conso. Mais justement, on peut reprendre à l'envers l'argument que vous venez de donner, c'est-à-dire que justement, ce marketing, il est beaucoup traité dans les écoles de commerce, mais pas exclusivement. S'il est beaucoup traité, c'est qu'il a une réelle importance. Et donc, si on veut aller dans ce secteur-là, alors donnons-lui toute l'importance et soyons vraiment focalisés là-dessus. Parce que vraiment, il y a des spécificités et donc il faut les maîtriser. Et moi, je connais beaucoup d'étudiants d'écoles de commerce qui ont fait du marketing, mais qui sont moins spécialisés en marketing agroalimentaire, puisqu'on a même des gens qui viennent après une école de commerce, qui viennent chez nous parce qu'ils ont un peu papillonné au sein de leur école. Donc nous, on estime qu'il y a vraiment des spécificités et qu'on gagne vraiment à travailler dessus, je dirais, pendant toute une année. Question suivante.
Alors, je suis un étudiant en gestion à Paris 2. Un profil non ingénieur comme moi est-il bienvenu? Alors, au départ, effectivement, c'était vraiment un programme pour des formations scientifiques, sciences dures. Mais on a toujours, alors ça dépend, 20 à 30% de gens qui viennent soit d'écoles de commerce, mais qui ont un peu papillonné, qui ne sont pas spécialisés sur le secteur agroalimentaire vivant, soit des gens d'université de gestion qui sont un peu dans le même cas, qui ont pu faire un peu de contrôle de gestion, de finance, de market, d'achat, etc. Et donc oui, c'est possible. Évidemment, vous n'avez pas les gens qui viennent d'un profil université de gestion, n'ont pas la culture agroalimentaire, n'ont pas la culture aux sciences du vivant. Donc il y a un effort à fournir supplémentaire. Et il y a des moments, c'est vrai, quand vous arrivez à Supagro, pas à Supagro Montpellier, mais à Vétagro Sup, donc école vétérinaire de Lyon, ouais, il faut un peu s'accrocher puisque vous n'avez pas les référents, vous les avez assez peu. Mais globalement, oui, les gens s'accrochent et y arrivent. Est-ce qu'il n'y a pas, au final, ils peuvent y arriver, mais est-ce qu'il n'y a pas un gap qui est indépassable? C'est-à-dire qu'au final, en termes d'embauche, on aura toujours du mal par rapport à quelqu'un qui a fait. En fait, c'est que les postes vont pas être différents, vont être pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que les gens vont rentrer. Il va y avoir des postes sur lesquels on va demander, attendre une connaissance du produit ou de la technologie ou de la production plus grande que sur d'autres postes en agroalimentaire, des postes plus commerciaux. Donc, il y a un spectre, il y a un continuum. Donc, des gens qui sont vraiment, qui viennent d'université de gestion trouvent tout à fait leur place. La seule chose, c'est qu'effectivement, par moment, peut-être que ça vaut. Il y a des cours qu'ils auront déjà eu, parce que si vous avez fait un master en gestion pendant 5 ans, oui, il y a des cours que vous aurez déjà eu, tout ce qui est initiation, finance, compta, etc., économie, marketing, les 15 premiers jours à l'EM, vous les suivrez pas parce qu'ils ne vous serviront à rien. Mais oui, on a 20 à 30% et les gens trouvent dans l'industrie dans cette industrie-là, ils trouvent un job derrière. Bon. Et du coup, pour terminer là-dessus, autant sur des profils agro, c'est simple d'imaginer la motivation pour l'industrie agroalimentaire, mais qu'est-ce que vous attendez comme type d'argumentation, vous, au niveau du recrutement? Qu'est-ce qui vous paraît recevable pour des étudiants qui ne sont pas issus de ces filières scientifiques ou quand on vient de gestion, une formation basique en gestion, c'est quoi une motivation crédible pour l'agroalimentaire? Il y a la l'agroalimentaire? motivation négative et positive. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? La motivation positive, c'est qu'on va être vraiment passionné par un secteur. Alors, il y a toujours le doute de pourquoi vous n'êtes pas orienté plus tôt. Bon, après, il y a les accidents, il y a les hésitations. Des gens qui sont partis sur un profil, puis sur un autre, ils ont fait des stages dans différents secteurs, puis ils se disent finalement, ce secteur-là m'intéresse plus, mais je n'ai pas assez approfondi. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y a aussi le fait que quand vous êtes étudiant en gestion, oui, vous avez pu vous tromper, ou vous pouvez être passionné par le produit, vous pouvez faire un mélange des deux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pu partir sur beaucoup de finances et puis vous dire mais non, finalement j'aimerais bosser en marketing puis l'agroalimentaire m'intéresse. Bon. Ou alors je suis passionné, j'ai découvert une passion pour ces produits-là. Souvent il y a des gens, enfin ça peut faire sourire, mais qui aiment le produit, quoi, qui aiment l'agroalimentaire, qui sont passionnés par tout ce qui est santé, etc. et qui veulent vraiment travailler dans ces domaines-là, quoi. Je voudrais savoir ce qui est fait dans la filière finance, qui l'a choisi et surtout quels sont les débouchés. Effectivement, la finance, c'est un des 4 parcours qui peuvent être choisis. Ça paraît surprenant, c'est peut-être le plus surprenant. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, mais ça m'amène à amener un point que je n'ai pas abordé jusqu'alors, c'est qu'à Montpellier Supagro, il y a un pôle économie-gestion qui est très fort et très ancien. Et dans ce pôle, vous avez des spécialistes du marketing, vous avez des spécialistes de la finance, du supply chain management, performance industrielle et des risques. Donc, parcours que l'on retrouve. Et donc, il y a des gens très pointus en finance, et notamment Jean-Pierre Coudert, qui est le co-responsable, qui est avec moi, qui est responsable pour la partie Montpellier Supagro de ce master spécialisé. Et il faut savoir qu'à la base, ça vient beaucoup de tout ce qui est financement de projets dans l'agroalimentaire, création d'usines, financement de projets, déploiement à l'international, etc. Il y a des équipes de chercheurs. Y compris biotech, parce qu'on sait que les problématiques de financement dans les biotech sont particulières. Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'à Montpellier, c'est un pôle agropolis. C'était Georges Frêche qui voulait que Montpellier soit le centre mondial de l'innovation dans tout ce qui était agroalimentaire et puis bio, etc. Donc il y a beaucoup de chercheurs, il y a un incubateur, il y a énormément de projets qui émergent. Et donc, il y a pas mal de possibilités. Alors, je ne dis pas qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont créé, mais il y a un milieu qui est très porteur, et notamment dans tout ce qui est entrepreneuriat lié à l'innovation dans l'agroalimentaire ou les biotech. Il y a des étudiants qui rentrent, qui sollicitent l'entrée dans le master spécialisé, qui disent, moi, la finance, c'est vraiment ce que je veux faire. Oui. Oui, il y en a. Non, mais il y en a. Alors, ils ne sont pas majoritaires parce qu'on a plus de gens en marketing, mais il y en a qui sont. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire soit du contrôle de gestion, soit de la finance au niveau ingénierie financière.
financement de projets, travailler dans des banques, financement d'entreprises, création d'entreprises, ou gestionnaire de centres de profit, par exemple. Alors, Parce autant que pour le c'est une des marketing, questions. autant pour le marketing, on comprend aisément qu'il y a besoin d'une spécialisation sectorielle, Mm. mais autant sur la finance, on a Alors, du mal à imaginer. Alors, elle est moins forte qu'en marketing, mais elle est réelle. Par exemple, si je veux créer une usine de yaourt en Chine, bon, Danone, c'est ce qu'a fait Danone, ça s'est pas très bien passé, mais ça existe. Ou si vous êtes fabricant de cognac qui est très prisé en Chine et que vous voulez distribuer, etc. Il y a des problématiques de financement. Alors, certes, la finance reste la même, mais la façon de produire le produit, hein, de le distribuer, de le conserver, etc. Tout ça, ça a des spécificités qui ont des répercussions sur tout ce qui est le financement de ces opérations-là. Et donc, là encore, on considère, et il y a des chercheurs en finance, etc., en contrôle de gestion, qui sont à Montpellier, qui sont dédiés, qui travaillent là-dessus. Donc, la spécificité, elle est un peu moins forte qu'en marketing, mais on considère qu'elle est réelle. Et il y a cet aspect vraiment, donc il y a beaucoup de gens, historiquement, il y a beaucoup de gens qui allaient dans les banques, qui finançaient l'agro-industrie, quoi. Si je veux faire du trading, par exemple, je ne sais pas, sur des produits alimentaires, est-ce que ça fait partie Alors, du champ? oui, tout à fait. Il y a des gens, il y a un ancien qui est sorti il y a 3 ans qui fait du trading de vanille, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, on est sur du B2B et il est dans le trading et il a pu tout à fait intégrer. Je crois qu'il y a très peu de gens qui travaillent là-dessus en Europe. Et il a intégré la structure, une des structures qui fonctionne là-dessus. Donc, ceux qui veulent, ils y arrivent et il y a des opportunités très, très spécifiques. Retrouve-t-on des professionnels lors d'interventions au sein du MS? Oui, on en retrouve et on en retrouve même beaucoup. Alors, moins au début, puisqu'on a un tronc commun de formation, d'initiation au management, mais après, très vite, on a beaucoup de professionnels qui interviennent. Beaucoup qui interviennent dans le module sectoriel qui s'appelle Ciel en Vie, j'en ai parlé tout à l'heure, donc système agroalimentaire et du vivant. Et ensuite, dans les parcours à Montpellier, on va avoir 40% à peu près, de 30 à 40% d'intervenants qui sont des professionnels, sachant que les profs, les intervenants des différentes écoles sont quand même énormément en Mais est-ce qu'il lien y a avec des l'industrie. professionnels qui interviennent, oui, voilà, pour des conférences régulièrement, pour... Alors, ce qui se passe, oui, alors il y a des conférences au sein du master et puis il y a aussi des conférences au sein des écoles elles-mêmes, notamment à Lyon, il y a énormément de gens qui interviennent. Alors là, ça Mais il y a n'arrête des stars pas, hein. je ne sais pas, est-ce que dans ce domaine, il y a des stars ou des gens qui... Oui, il y a le CEO de Danone, c'est plutôt une star. Vous allez avoir... Quoi, on a- il est intervenu à quel niveau? ils viennent faire des conférences, ça, c'est Learning from Leaders. On a Mhm. différents types d'interventions. On a des jeunes diplômés qui viennent parler de leurs produits. Par exemple, je suis chef de produit chez Danone, justement. On a aussi des leaders, des patrons de boîtes qui viennent. Et à Lyon, il y a beaucoup de patrons de boîtes dans la santé. Et l'agroalimentaire, on est très proche de Danone, notamment. Donc, je dirais que ça n'arrête pas trop. Il y a aussi des conférences d'entreprise avec des gens qui ne sont pas les leaders, pas les DG, mais qui viennent parler de leur boîte et de leur marché, etc. Puis au sein du master lui-même, dès qu'on va parler d'enseignements verticaux, donc j'ai parlé de Ciel en Vie, et j'ai parlé des parcours à Montpellier, il y a beaucoup d'intervenants professionnels. Question suivante. La spécialisation performance industrielle est centrée surtout sur les métiers de la supply chain. Cette approche de performance est spécifique aux industries agro. Donc là encore, l'aspect spécificité. Alors oui, moi je ne suis pas un spécialiste de ça, mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'effectivement, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on va produire un certain nombre de produits qui vont être consommés physiquement par les gens, il y a des normes, il y a des façons de produire, il y a des règles à respecter. On est proche des risques là pour le coup. On est proche des risques, ouais. Et quand on bâtit une usine qui va produire, on reprend les yaourts en Chine, il y a beaucoup de choses à intégrer. Et Quelle différence vous faites entre la spécialisation performance industrielle et risque du coup? Performance industrielle, c'est vraiment gestion de production, logistique, achat. Donc si c'est vous très voulez. centré là-dessus en fait, Oui. sur supply chain. Sur supply chain. Vraiment, oui, c'est le terme, on va dire. Avant, ça s'appelait supply chain management, maintenant on l'appelle perf industriel. Mais c'est vraiment centré là-dessus. Évidemment, il y a la dimension risque, mais ce qui appartient à ce package-là, mais qu'on a un peu sorti parce que elle a une importance particulière. Allez, question suivante. Très intéressé par votre MS, je suis actuellement en dernière année d'école d'ingénieur chimiste généraliste, option marketing et management industriel. Ai-je un profil pouvant correspondre à votre programme? Alors oui, vous avez un profil qui peut correspondre à notre programme parce que comme je l'ai dit, on a beaucoup de gens qui viennent de biologie et de chimie. Après, je ne connais pas l'option marketing et management industriel. Il faudra donc vous assurer du fait que vous n'ayez pas fait
trop de choses que vous verrez chez nous, puisque bon, le marketing, oui, management, oui, industriel. Vous êtes confronté à ça déjà, on imagine François, c'est-à-dire à des ingénieurs qui, comme on trouve dans pas mal d'écoles maintenant, ont fait une dernière année plus managériale que d'ingénierie. Tout à fait. Et donc vous pouvez avoir l'intuition de ce qui sans doute peut paraître redondant ou pas. Est-ce que vous avez l'intuition Oui. que vous pouvez quand même créer de la valeur pour ces gens-là ou Bien pas du sûr. tout? Non, mais de toute façon, moi, l'idée, c'est que quand on est en entretien, on voit les gens en face de nous et on se dit dans un an, est-ce que dans un an, il va vraiment valoriser son master, tirer un plus de ce master? Si les gens ont fait quelque chose de parfait pendant un an au niveau marketing et management, et qu'ils ont fait un stage long dans le domaine, on va peut-être avoir un doute. L'expérience montre que c'est rarement le cas. Parce que je dirais que chacun ses spécialités et que souvent les écoles d'ingénieurs bâtissent des options et des parcours, mais heureusement, elles sont un peu moins expertes que nous, écoles de management dans le domaine. Donc, c'est souvent plus des ouvertures qui donnent envie d'en savoir plus aux étudiants. Enfin là, le profil, il est quasiment validé parce que l'école est déjà une école généraliste. Ouais, Donc ouais, pour le ouais. coup, Moi, il faudrait voir si l'option marketing et management industriel de l'ESCOM, c'est vraiment un an et si c'est vraiment... mais il a pas non plus une spécialisation en agro pour le coup. Elle n'existe pas. Non, Donc, non, mais déjà- on est là encore, c'est cette proximité, donc la chimie, la biologie, l'agroalimentaire, il y a vraiment une proximité qui fait qu'on a toujours intégré très bien des gens qui venaient de ces secteurs-là et pour lesquels c'était effectivement un grand basculement, hein. Et donc c'est souvent eux qui d'ailleurs retirent le plus du master parce qu'ils changent de voie et ils ajoutent à leur panoplie l'agroalimentaire, le vivant éventuellement, et puis la partie managériale. Donc là, il faudra regarder plus en détail. Ce que moi, je sais d'expérience sur ce qui se passe dans les écoles d'ingénieurs, à quelques rares exceptions près, c'est que c'est plus une ouverture vers le management qui donne envie d'en savoir plus aux gens qui suivent ces options-là. Mais peut-être que ce n'est pas le cas dans ESCOM, donc il faut qu'on en discute de plus près. On passe à la deuxième question experte. C'est celle de notre partenaire, l'ANIA. La voici. Quels sont vos liens avec les entreprises agroalimentaires et comment celles-ci sont-elles réellement associées à votre programme de formation? Tout est dans le réellement. Hein. Le réellement. Parce que on ne cherche pas à ce que vous aligniez des Oui. partenariats. Non, mais alors là, je suis tout à fait d'accord parce que partenaire, ça veut tout et rien dire. Donc, on va dire, on peut dire à trois niveaux. Premier niveau. Vous avez le droit de dire qu'il n'y a rien du tout. Hein, oui, j'ai le droit, oui, mais ce serait faux, alors ça serait malvenu. Non, le premier lien, c'est le fait que les gens interviennent pendant les cours. Le deuxième lien, c'est que les gens interviennent pendant des conférences et sont en lien avec l'association des diplômés des deux écoles, hein, principalement l'EM et puis Montpellier Supagro. Et le troisième lien, c'est qu'on a un conseil un conseil scientifique qui se réunit 2 fois par an et qui donne un avis sur le contenu du master, les évolutions souhaitables, nécessaires, etc. Et dans lequel on va intégrer des gens. Mais tout ça évolue. Alors j'ai donné les noms de Danone, j'ai donné le nom de Mérieux, de Sanofi, etc. On fait évoluer parce qu'il ne faut pas rester toujours avec les mêmes. Donc oui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire on est partenaire d'une seule entreprise, mais vraiment on est en lien permanent avec eux. Et aussi, le dernier lien, mais non le moindre, c'est les anciens qui sont dans toutes ces boîtes et qui reviennent nous voir pour présenter, pour parler, pour proposer des stages. Allez, on reprend vos questions. La suivante. Que se passe-t-il pendant le voyage à Shanghai? Merci. Alors ça, c'est bien parce que j'ai bien potassé ça. Alors, pendant le voyage à Shanghai, déjà, vous allez... C'est nouveau. C'est nouveau. Ça n'existe pas encore cette année. Ça n'existe pas encore cette année. Mais on va avoir on a la chance d'avoir déjà un certain nombre d'étudiants, des centaines d'étudiants de l'EM, programme master et spécialisé et programme Master of Science, qui vont à Shanghai, sur notre campus de Shanghai. Donc c'est assez rodé. Certes, mais il était temps de s'y mettre quand même. Ça fait quand même un petit bout de temps que vous êtes à Shanghai. Il était temps de faire cette session. Mais alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, on le fait, donc on aurait pu le faire avant, ouais, c'est vrai. Mais bon, après, nul n'est parfait. Donc on va à Shanghai, c'est ça, vous arrivez le samedi, je vais vraiment vous donner les détails, vous arrivez le samedi, vous repartez le lundi. Donc c'est 10 jours, mais c'est 10 jours assez intenses, puisque vous avez d'abord 2 jours pendant lesquels on parle interculturel, qu'est-ce que c'est que la Chine, l'Asie, et puis la Chine, qu'est-ce qui se passe, comment, alors évidemment, ça ne peut pas être absolument parfait, mais quelle est la culture chinoise, la culture du business en Chine? Qu'est-ce qui se développe au niveau vraiment, cette fois purement du business? Qu'est-ce qui se passe? Comment on travaille avec les entreprises chinoises? Comment on peut créer ou pas en Chine, etc. Quels sont les problèmes, les opportunités?
Deuxième point, deuxième plan, les gens vont visiter des entreprises, donc des secteurs agroalimentaires et du vivant. Et l'idée, c'est que par groupe, les gens aient préparé ces visites d'entreprise et préparé, ils vont devoir filmer, ils vont interviewer des gens, ils vont filmer, ils vont devoir faire un rapport à leur retour, une synthèse de ce qu'ils auront vu, de ce qu'ils auront fait. Ce sera noté pour être très, très concret. Et puis, on les laisse un petit peu aussi, on les fait découvrir un peu la ville. Donc, il y a un petit aspect découverte pendant les 2 week-ends. Et donc, c'est assez intensif, mais les étudiants des autres masters qui ont déjà eu la chance de faire ça, sont revenus vraiment enchantés parce qu'il y a un côté immersif, bien qu'on ne reste que 10 jours, qui visiblement change la façon avec laquelle les gens voient le monde, voient la Chine, mais aussi voient le Est-ce que vous monde. ne croyez pas que cette partie, qu'on va appeler de voyage, mais qui est pas un peu au programme, ce que vous disiez tout à l'heure, la spécialisation en école d'ingénieur et à la formation d'ingénieur, c'est-à-dire que ça reste juste une façon d'initier les gens, mais ils vont pas acquérir de compétences spécifiques sur la Chine. Non, Est-ce que mais c'est pas dommage alors que c'est un marché ouais, qui mais est assez extraordinaire, pourquoi ne pas avoir une immersion beaucoup plus importante? oui, je sais pas, on pourra faire peut-être, et je crois que certains y pensent chez nous, on pourrait faire une spécialisation sur la Chine. On n'y est pas encore, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais effectivement, l'idée, c'est, comme je disais pour les écoles d'ingénieurs, peut-être donner l'envie aux gens d'aller plus loin, de faire leur mission, de faire leur stage de 6 mois en Chine, ou au contraire de se dire, oui, c'est intéressant, mais je ne veux pas du tout y aller. Et moi, j'ai des exemples d'étudiants, pas de ce master, mais d'autres, qui sont revenus en disant, ouais, ok, on a vu ce qui se passait là-bas, mais je crois que je n'aurais pas envie de bosser là-bas. Ou au contraire, oui, il y a des super opportunités, j'ai envie de participer à des lancements de produits français, notamment dans tout ce qui est spiritueux, qui ont un succès énorme et un potentiel de marché énorme. Question pratique, mais comment les étudiants gèrent les déplacements entre les 3 écoles, le logement surtout? Alors là, heureusement, ça fait plus de 10 ans, donc maintenant c'est rodé, je peux le dire. Donc vous n'avez plus à gérer pratiquement. Ce que vous avez à faire, c'est dire oui ou non, est-ce que vous voulez qu'on vous loge à Montpellier? Parce que vous arrivez donc en début septembre à Écully, vous pouvez loger dans les résidences d'Écully, de l'EM qui sont autour de l'école à Écully, ou alors vous logez dans Lyon ou ailleurs par vous-même. Ensuite, quand les gens vont alors à Vétagro-Sub, donc c'est à Marcy-l'Étoile, c'est à 10 km de l'école, donc il n'y a pas besoin de déménager, vous changez simplement de cantine à midi. Et puis quand les gens vont à Montpellier, en fait en novembre, il y a une présentation du campus de Montpellier qui est absolument superbe, je vous conseille d'y aller au moins une fois. Quoi, la présentation du campus? Les deux sont superbes, mais le campus, c'est une valeur sûre, c'est très beau, il y a des vignes à l'intérieur, enfin bon, c'est unique. Donc les gens peuvent choisir une résidence qui est neuve et qui est dans l'enceinte de ce campus, qui est dans la ville de Montpellier, mais qui est un peu une oasis de verdure, on va dire. Et il suffit de dire oui, je veux loger dans cette résidence étudiante et vous avez des places réservées. Et donc On n'a pas trop le choix, parce qu'au final, à part ça, on va pas prendre un appartement pour 3 mois. Si, au début, quand c'était moins bien organisé, il y avait des gens qui prenaient des appartements pour 3 mois, ou voire même qui allaient, il y en a qui ont déjà loué des maisons à Palavas-les-Flots, par exemple. Ils logeaient à 10 là-dedans, c'était sympa. C'est possible de faire Palavas-Montpellier. Je crois qu'il y a un bus maintenant. Et donc le logement est réglé. Et après, en Chine, pareil, vous êtes pris en charge. Donc vous bougez, mais vous n'avez pas à vous occuper de logistique. Comment se passe l'entretien avec vous? Quels sont vos critères de sélection? Donc l'entretien se passe bien. Il se passe avec 2 personnes, surtout pour nous, avec 2 personnes. Donc généralement moi ou le responsable du master spécialisé à Montpellier. Et puis un ancien qui est un pro, et si on n'a pas d'ancien, on a un autre prof qui intervient dans le master. C'est un entretien d'une 40aine de minutes, pendant lesquelles quand même, ouais. L'idée maintenant, là aussi, avec l'expérience, on voit venir les gens. L'idée, c'est qu'on veut savoir si les gens ont bien compris ce qu'était ce master spécialisé, ce qu'on y faisait. Ça paraît bête, mais tout le monde n'a pas forcément tout à fait compris ça. Qu'est-ce que le master pouvait leur apporter et quelle est leur personnalité? Est-ce qu'il y a une adéquation entre ce que peut leur apporter le master et leur personnalité? Et puis, nous, derrière, vraiment, la réponse à laquelle on doit donner la question à laquelle on doit donner une réponse, c'est vraiment, est-ce que dans un an, cette personne-là, avec ce master-là, elle va booster son CV, elle va trouver un job qu'elle ne pourrait pas trouver maintenant, un job qui l'intéressera plus? C'est ça la question. Et point à la ligne. Et à partir de là, on connaît le diplôme, il y a les tests, TAJMAJ, et puis le test TOEIC ou TOEFL. Donc c'est un ensemble. On n'exige pas un niveau d'anglais, sauf si des gens, par exemple, arrivent avec un projet à l'international absolument défini et qu'ils ont un mauvais niveau d'anglais. Là, on va voir qu'il y a une dissonance, donc on ne va pas apprécier ça.
mais voilà. C'est tout ce qui est à préciser sur l'entretien? Bah, j'essaie d'être... On peut en parler des heures, hein, mais j'essaie d'être concis, donc je pense que si vous retenez Ok. ce que j'ai dit là, c'est déjà bien, quoi. Question traditionnelle, mais envie d'entendre de vrais arguments. Quelles sont les qualités et les défauts de ce master spécialisé? Ok, donc vous considérez à partir de maintenant que tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, c'était des faux arguments. Maintenant, vous nous donnez les vrais arguments. Voilà. Surtout, nous parler des défauts, parce Oui, qu'on alors parlait les des défauts, qualités. bon, on peut toujours en trouver, hein, puisqu'on peut Ah, il me toujours semble que vous améliorer. avez quand même donné des vrais arguments, vous êtes un peu vache là quand même. Oui. Non, mais les qualités, c'est qu'il est vraiment ciblé sur. Je vais retenir les 2 points de tout à l'heure, hein. Ciblé sur un secteur qui est assez vaste, mais qui offre de réelles opportunités et de réelles spécificités. Et deuxièmement, il y a cette personnalisation du parcours, hein, qui vous permet de choisir. Vous n'êtes pas sûr d'être fait pour la finance ou le marketing ou aller en gestion de projet risque. Ça, c'est vrai que c'est plutôt original. On vous laisse cette opportunité-là. Les défauts, il faut trouver des défauts. Donc, je ne vais pas vous trouver un faux défaut, je vais vous trouver un vrai défaut. C'est que peut-être qu'on n'a pas assez d'étudiants étrangers dans le master. Ça changerait quoi finalement? À part que ça ferait un peu exotique, mais au final. Bah, disons que c'est des perceptions différentes. Alors, dès qu'on va parler agroalimentaire et santé, il y a vraiment des spécificités par aire culturelle ou géographique. Et ça peut être intéressant pour des gens qui vont travailler dans des boîtes multinationales que de savoir que en Inde, on a telle perception de la nourriture, etc. Enfin, je dis ça comme ça parce que je n'ai pas eu d'Indien encore, j'espère en avoir un jour. Mais donc oui, ça serait un plus, mais voilà, ça serait un défaut. Après, le reste, c'est que je crois, comme d'autres l'ont dit avant moi, on fait évoluer le programme et donc si on voit des imperfections, on essaie de les gommer. Et bon, c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Votre remarque de tout à l'heure était bonne sur l'internationalisation. On aurait pu le faire plus tôt. J'ai attendu que ce soit bien verrouillé, d'être absolument convaincu que si les gens vont 10 jours en Chine, ça leur apportera quelque chose et qu'ils feront dans de bonnes conditions. Aimez-vous les diplômés de l'ENSAR? Alors donc c'est bien de ne pas donner l'acronyme. Je pense qu'il s'agit d'AgroRennes qui maintenant porte un nom différent puisque toutes les écoles d'ingénieurs M ont changé de nom. Et si c'est l'ENSAR, donc si c'est l'École nationale supérieure d'agronomie ou d'agronome de Rennes, je les adore. Parce que c'est une très bonne école et qui est absolument dans le profil. Après, donc il n'y a aucun souci, c'est parfaitement le profil. En général, les gens qui viennent d'une école d'ingénieur, et notamment agro, et qui postulent chez nous, ils ne le font pas par hasard. Donc, rarement on va voir le pur ingénieur, celui qui veut devenir chercheur, qui va postuler chez nous. C'est des gens qui ont envie d'un job, qui sont ingénieurs, d'accord, mais ils ont envie d'un job pas purement recherche, et d'un job avec une dimension relationnelle forte. C'est une constante, 90% des cas, c'est ça. Donc oui, on adore ces diplômés. Question suivante. Certains de vos étudiants font-ils du conseil en sortant? Point d'interrogation, stratégie, point d'interrogation. Alors oui, le conseil se développe parce que il y a une perception, là encore, on retombe sur les spécificités agroalimentaires et vivants, mais je veux construire une usine, je veux préparer un plan de gestion de crise, etc. De plus en plus, les boîtes vont faire appel à des experts, et ces experts, on va attendre d'eux qu'ils aient une spécificité sectorielle. Donc on a des gens qui vont travailler dans des boîtes comme Alcimed ou même chez Altran, et qui vont faire du conseil en sortant. Du conseil en stratégie, le problème c'est la stratégie, vous savez ce que c'est un mot très séduisant mais vaste. Si on veut parler de conseil en stratégie à un très haut niveau, donc du BCG, du Bain, du McKinsey ou du Roland Berger, j'en oublie pas. Ou même, il peut y avoir des directions, enfin, où il y a parfois des directions stratégiques dans des grands groupes, où il y a 3 personnes en général. Oui, c'est vrai. Alors, il n'y en a pas eu énormément. Une fois, on a eu un Allemand qui est entré au BCG à Munich, qui avait un bon parcours, qui était un docteur en agronomie avant. Des gens qui démarrent en pure stratégie. Sur des spécialisations sectorielles, en général, ces cabinets ont tendance à prendre des seniors ou des gens qui ont déjà une bonne expérience du secteur. Ouais, mais elles ouvrent quand même un petit peu. Moi, je vois que même sur du sectoriel comme ça. Ouais, pas complètement, mais qui peuvent apprécier. Mais globalement, c'est des gens qui ont repéré des personnalités vraiment brillantes et puissantes. Et qui après, donc effectivement pour un junior, c'est d'abord je dirais l'étoffe de l'individu avec son diplôme qui va compter, et puis le secteur va être un plus. Donc je dirais plus qu'on aurait des gens dans des cabinets du style Alcimed par exemple, qui vient nous voir, qui fait d'ailleurs un module de formation chez nous, et que c'est une tendance qui se développe, de plus en plus de gens vont vers le conseil en sortant de ce master, ce qui n'était pas trop le cas il y a 15 ans, je dirais. Est-ce que le MS apporte des connaissances techniques également?
en tout cas suffisamment pour concurrencer les personnes qui ont une formation agro. Alors là aussi, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Les connaissances techniques, on va les aborder dès qu'on va parler de modules qui sont verticaux. Système agroalimentaire et du vivant, on va parler des filières, des acteurs, donc on va aborder un certain nombre de termes techniques, de problématiques techniques. Aveto Lyon, donc VetAgroSup, vous avez un module, effectivement, gestion de crise sanitaire. On va parler technique et donc il va falloir un peu s'accrocher, on va avoir des notions techniques. Néanmoins, ce n'est pas une formation où on va donner vraiment des enseignements techniques tels que ceux qu'on peut avoir en école d'ingénieur. Donc on va parler d'un contexte technique, d'un environnement, on va donner des termes, etc. Mais on ne va pas former les gens, on ne pourrait pas, d'ailleurs on n'aurait pas le temps, vraiment à la technologie en tant que telle, si vous voulez. On va on va avoir un vocabulaire qui va parfois faire référence à la technologie et aux spécificités techniques du secteur, mais on ne va pas former les gens à la technologie. Donc, non, on ne va pas concurrencer, si on vient d'une université de gestion et qu'on fait le master, on ne va pas concurrencer des ingénieurs agri-agro, non, ça serait mentir de... Mais est-ce qu'on a suffisamment de temps pour acquérir, non pas des compétences techniques, mais en tout cas une culture agroalimentaire suffisante? Eh ben, on a le temps, il faut faire un effort, mais les gens vont être immergés. Les 30% ou 20% de gens qui ne sont pas issus des formations ingénieurs agri-agro ou pharmaciens véto, ces gens-là vont être dans un univers où tout le monde est déjà dans ce domaine-là, donc ils entendent parler, ils sont immergés, on va dire. Et puis, il y a ces cours qui les immergent aussi, donc parfois, il y en a qui sont un petit peu perdus, ils doivent s'accrocher, mais ils finissent toujours par y arriver, donc on peut maintenir ça. Quelle est la compétence des gens qui sortent du master, des exemples de postes et réussites d'anciens diplômés? Alors, la compétence, c'est d'être capable d'être des managers dans le secteur agroalimentaire et ou du vivant. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'on va avoir des cas de parcours, je ne vais pas les reciter, mais l'idée, c'est qu'on va être capable d'être un marketeur de l'agroalimentaire ou un marketeur de l'industrie pharmaceutique, ou alors un ingénieur, un financier capable de faire de l'ingénierie financière pour monter des projets de création Mais ces d'usines parcours dans à l'intérieur, Oui. quelle est leur nature? Est-ce Oui. que on sort d'abord en termes de compétences comme un manager de l'agroalimentaire, comme vous dites, avec Oui. une ouverture sur les métiers de la finance et du marketing, ou est-ce qu'on sort en tant que marketeur dans l'agroalimentaire, financier dans l'agroalimentaire? Quelle est la nature de ces Voilà. spécialisations? Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le master spécialisé, on va dire que c'est 7 mois de cours intensifs, hein, mais que derrière, vous avez 6 mois de mission en entreprise, donc de stage qu'on appelle mission en entreprise. Et que fondamentalement, ça c'est très important parce que si vous voulez le but, c'est qu'au bout d'un an, vous serez un marketeur, ou un an et un mois, hein, si c'est 7-13, vous serez un marketeur de l'agroalimentaire en n'étant pas au départ de formation marketing, mais en ayant fait le master à Lyon, à Montpellier en prenant le parcours marketing, et en faisant 6 mois de mission en marketing chez un géant de l'agroalimentaire. Et là, ce package-là, cet ensemble-là, vous donne cette compétence-là. Quand vous sortez le 30 mars 2014, vous sortez de la formation, avant de faire vos 6 mois ou 9 mois de mission en entreprise, vous serez pas encore capable d'être vraiment considéré comme un professionnel. Par contre, après la mission, les 6 mois de mission, oui, vous le serez. Vous aurez dû faire un effort important, mais c'est 7 mois plus 6 mois à partir de... Si le stage est de qualité, enfin pour si le stage est de qualité. Et donc là, effectivement, l'idée... Moi, quand on parle de compétences, on parle vraiment de la formation en tant que telle, pas enfin, vous incluez le stage, mais... Oui, non, mais je veux dire que le stage, il est là pour renforcer, pour compléter la formation. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, bon, globalement, ça se passe quand même bien, parce qu'il n'y a pas trop, je dirais qu'il n'y a pas trop de surprises. Si vous voulez, par exemple, si je prends le marketing de l'agroalimentaire, ce sont des secteurs, vous avez des géants de l'agroalimentaire, des Danone, des Kraft, etc. Ces gens-là ont un marketing très structuré, ils intègrent quelqu'un qui va être assistant chef de produit, qui va faire 6 à 9 mois chez eux, et ils vont aussi utiliser les outils, les méthodes de ces boîtes-là, et ça renforce, ça participe quand même de la formation. Et à la fin, le recruteur va vous considérer comme un pro du secteur, parce que ces 6-9 mois, il va les considérer comme vraiment une expérience professionnelle. Donc pour moi, vous n'êtes pas un pro, un manager de l'agroalimentaire ou du vivant fin mars, mais vous l'êtes fin octobre ou fin novembre de l'année qui suit. Vous êtes prêt à être considéré, vous êtes considéré comme tel et vous êtes prêt à aborder des fonctions avec cette dimension managériale. Ok, François, on arrive à la fin de cette rencontre. Oui. C'était la dernière question. On vous laisse un dernier mot.
Ah, le piège, j'avais pas du tout prévu. C'est Autant pas un piège, l'intro. hein. C'est plutôt sympathique cette question. C'était un sympathique piège. Oui, non, ben, j'espère que les choses sont assez claires. Que, je pense que c'est un programme qui est vraiment stabilisé, mais qui en même temps évolue. Et c'est un secteur, et Dieu sait qu'en ce moment, ça peut être assez rare. C'est un secteur agroalimentaire, le vivant, qui a tendanciellement, qui est très bon tendanciellement, qui offre une certaine sécurité, une stabilité avec une croissance sur des zones nouvelles. Donc beaucoup d'opportunités, hein, qu'on veuille rester sur les zones développées en Europe ou qu'on veuille aller tenter des choses nouvelles de création, d'entrepreneuriat, de développement d'activités en Asie par exemple. Ok, vous avez fait passer l'oral au master spécialisé Maeva, on l'a fait passer ensemble. Merci à vous François pour vos réponses. Merci Et on vous donne beaucoup. rendez-vous sur le site de l'EM Lyon pour plus d'infos. Merci beaucoup. Merci.